Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle masterclass. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Awa Berete, qui est coordinatrice pays pour le programme DigiFam de la Millennium Challenge Corporation. Alors, on va le voir ensemble. Awa a une longue expérience dans le secteur du développement et nous sommes vraiment heureux qu'elle accepte de partager avec nous une partie de son parcours aujourd'hui. Awa, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de commencer par te présenter et nous présenter brièvement ton parcours? Merci déjà de l'invitation. Je suis Hawa Berete, je suis sénégalo-guinéenne ou guinéo-sénégalaise dépendant à qui on demande et des jours. Je suis, comme tu le disais tantôt, actuellement la coordinatrice pays pour le compte du MCC du programme DigiFam. Alors, le programme DigiFam, c'est un programme qui est financé par l'USAID, le MCC, et avec un partenariat technique de Microsoft. Et je représente les bailleurs de fonds au sein de ce programme. Euh, j'ai plus de 22 ans d'expérience dans le développement. Je n'ai fait que du développement. Je ne connais que le développement, et particulièrement dans le développement agricole. J'ai travaillé pendant 10 ans pour une association d'exportateurs africains qui s'appelle l'AFEX. Après, j'ai rejoint l'Alliance pour une révolution verte, AGRA. Et donc, j'ai également travaillé en tant qu'investment manager pour Tony Blair Institute sur le Sénégal, particulièrement avec un accompagnement au niveau du fonds 6 sur l'agropole sud, encore l'agriculture. Je suis une convaincue qu'avant toute chose, on devrait pouvoir se nourrir. Et toute la plus grande partie de ma carrière s'est faite sur cette question de développement agricole. Un parcours, bien riche, bien rempli. Qu'est-ce qui t'a motivé pour te mettre au service du développement? Quel a été le déclic? D'aussi loin que je me rappelle, ma mère nous a toujours éduqués dans la compréhension qu'on devait rendre quelque chose, qu'on devait rendre à notre pays, qu'on devait rendre à notre continent. Moi, j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir étudier aux États-Unis. Il y a 10 millions de personnes comme vous aux États-Unis qui vont avoir ces mêmes compétences. Il y aura moins de personnes sur le continent qui auront ces compétences et le continent a besoin de ces compétences-là. C'est où il faut rentrer. Quand je suis rentrée en 2004, c'est là que l'histoire a vraiment démarré. J'ai travaillé pendant 10 ans au sein de l'AFEX et sur justement ces problématiques de développement agricole. Les problématiques que les femmes rencontraient, les problématiques des PME, les problématiques des agriculteurs, des petits producteurs, c'est vraiment des choses qui me parlaient. Et je me suis aussi rendu compte que des fois, il suffisait vraiment d'un petit quelque chose, d'un programme qui avait du sens et qui avait les moyens financiers pour changer vraiment une communauté et changer des vies. Et cet impact qu'on a dans le développement, ça me parle. Alors, je ne suis pas une aveuglée du développement. Je ne pense pas que c'est le développement qui va nous développer. Je pense pour moi que le développement, c'est un catalyseur, c'est quelque chose qu'on utilise pour tester des choses, pour voir si ça fonctionne avant de les mettre à l'échelle. Et alors, tout au long de ce parcours, quels ont été les moments clés qui ont, façonné ta manière de travailler et tes compétences actuelles? Je dirais l'affect, hein. Il y en a eu beaucoup hein, au cours de mon expérience, mais franchement, ça, c'était le moment le plus marquant, je dirais, parce que c'est là où j'ai vraiment mis le pied à l'étrier. Ce travail a vraiment façonné ma manière de voir le développement et en termes d'engagement et de rigueur surtout, parce qu'il y avait beaucoup plus de femmes. La présidente était une femme, la vice-présidente, ainsi de suite. So, elles m'ont accompagnée à une compréhension beaucoup plus profonde des problématiques de développement par rapport à l'agriculture. Et par rapport à d'autres choses, parce qu'avant d'être présidente de la FEC, elles étaient elles-mêmes chefs d'entreprise et elles m'ont appris la rigueur dans le travail, et je les remercierai jamais assez. Quand je le vivais à l'époque, je trouvais qu'elles n'étaient pas forcément très sympas, mais avec le recul, je me rends compte au fait qu'elles ne m'ont jamais rien laissé et c'est ça qui a permis de construire qui je suis aujourd'hui. L'autre point marquant peut-être, c'est ce que je fais actuellement. Tout simplement parce que dans les autres programmes dans lesquels j'ai travaillé, l'impact prenait un peu plus de temps. Mais avec DigiFam, l'impact est tout de suite. C'est-à-dire avec un petit accompagnement, 1 mois, 2 mois de formation que nous apportons à nos entrepreneurs, nous voyons tout de suite des résultats. Ça,
c'est ça qu'on recherche quand on fait du développement, vraiment. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche. C'est comment est-ce que tout ce que nous avons travaillé, réfléchi, dans la mise en œuvre, a vraiment un impact pour les participantes. J'aime dire participantes et pas bénéficiaires parce que je considère qu'elles participent autant que nous à l'élaboration et à la réflexion autour de justement comment est-ce qu'on devrait mieux mettre en œuvre ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Les femmes, ton fil conducteur, depuis le début de ton joli parcours. Alors, selon toi, quels sont les plus gros défis auxquels font face, les femmes, notamment dans le secteur, technologique en Afrique? Et quelles sont les pistes de solutions que tu vois se mettre en place? Il y a le défi de l'accès limité aux infrastructures numériques, on a le défi de l'éducation, la formation, l'accès aux compétences. On a aussi le défi, l'absence de financement pour soutenir les femmes chefs d'entreprise qui se lancent dans ce secteur. Le fait qu'on n'encourage pas vraiment les femmes à aller vers ce secteur-là, parce que pour pouvoir lancer des entreprises dans les secteurs de la technologie, il faut qu'il y ait une base de technologie. Il faut qu'au niveau de l'école, au niveau de l'éducation, au niveau que ce soit du primaire au lycée, à l'université, qu'on ait mis en place les mécanismes pour encourager les femmes à aller vers ce secteur-là. Il y a tout un travail qui doit être fait, je pense, autour de l'acquisition de compétences. C'est ce que nous essayons de faire un peu au niveau du DigiFam. Nous regardons vraiment toute la chaîne de valeur, j'appelle ça la chaîne de valeur de cet accompagnement-là pour les femmes. Il y a la formation qui est faite avec DigiFam Academy pour créer et avoir des talents qui ont la compréhension de la technicité de leur travail et qui ont aussi cette mentalité d'innovation qui fait que quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, elles sont beaucoup plus innovantes dans les solutions qu'elles apportent. Il y a l'accompagnement que nous faisons aux femmes chefs d'entreprise qui existent déjà, qui ont déjà un certain chiffre d'affaires à l'utilisation des données et du numérique pour pouvoir prendre des décisions stratégiques, parce que ça sert à ça. Comment est-ce que tout ce que nous avons accumulé comme information, une fois utilisé dans cet outil qu'est le numérique, nous permet de pouvoir prendre des décisions pour grandir nos entreprises. Il y a tout un apprentissage autour de ça. Il y a aussi l'accompagnement que nous faisons au niveau de l'écosystème, parce qu'il ne s'agit pas seulement de former les femmes et de mettre à leur disposition des informations ou des compétences, mais il faut aussi former l'écosystème à la compréhension de l'importance du numérique pour les femmes et les femmes chefs d'entreprise. Il y a aussi cet accompagnement et ces discussions que nous avons au niveau du gouvernement pour une meilleure compréhension et prise en charge de ces problématiques-là, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, ben, on doit travailler aussi sur les politiques à mettre en place pour que ça ait un sens dans le pays, parce que quand on parle d'accompagner les femmes à accroître leur compétitivité pour pouvoir contribuer à l'économie, c'est pour pouvoir contribuer à l'économie du pays, pour pouvoir créer des emplois. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est aussi très, très regardant. Il ne s'agit pas d'accompagner pour seulement qu'on soit économiquement viable en tant que personne ou entreprise, mais c'est cette contribution-là qu'on apporte dans l'économie du pays aussi qui est importante. Alors tu baignes dans ce secteur du développement depuis, longtemps. Il n'y a plus trop de secrets pour toi. Comment vois-tu l'évolution, du rôle des femmes et des opportunités qui leur sont offertes? On y arrive un peu. On y arrive, on va y arriver, mais à quelle vitesse? Je pense que c'est ça la question, au fait. Parce que quand on parle d'éducation, quand on parle de... Aujourd'hui, j'étais en train de regarder ce matin une émission et dedans, il était question de justement la place de la femme, comment est-ce que les femmes sont perçues par rapport aux hommes. Par exemple, on dira qu'un homme c'est un leader, on dira qu'une femme, elle est arrogante. Et ça, c'est des réalités vraiment partout. Et dans l'un des commentaires, il y a une des dames qui a dit que, je ne sais pas de quel pays elle est, mais que 60% des étudiantes, je pense qu'elle est professeure, 60% de ces étudiants sont des femmes. Dans 10 ans,
80 à 90% seront des femmes. On est en train de s'éduquer. Et avec cette éducation-là, ben, va venir quand même un changement, ça c'est clair. Mais comment est-ce qu'on s'assure justement que cette amélioration-là est bénéfique à nos pays? Bon, les chiffres le disent, hein, vous avez les chiffres de la Banque mondiale et autres, que nous connaissons beaucoup de retard en termes de développement justement parce que 50% de la population ne fait pas ce travail-là. Moi, je pense que c'est du positif parce qu'il y a 10 ans, quand on regarde en arrière, si par exemple on regarde les questions de l'accès au financement des femmes, aujourd'hui, toutes les institutions financières ont mis en place des systèmes, des mécanismes, des programmes pour pouvoir accompagner les femmes à avoir accès au financement. La question n'est pas tellement est-ce qu'il y a des financements pour les femmes. La question, c'est au niveau de la structuration des entreprises de femmes pour pouvoir avoir accès à ces financements-là. Il y a de plus en plus de programmes comme DigiFemme, il y a énormément d'accompagnement qui est en train d'être fait autour du tech pour qu'il y ait plus d'inclusion. Ça va peut-être dépendre de la vitesse, à quelle vitesse est-ce que ces changements-là vont se faire. Et aussi quand on parle d'inclusion, on parle d'inclusion pour les femmes, mais on doit aussi penser à ces femmes qui ne sont pas dans les grandes villes comme Abidjan ou Dakar, mais qui sont aussi dans les régions. Comment est-ce qu'on s'assure dans cette transformation qui est en train de se faire, que ces femmes aussi sont prises en compte? Dans le cadre du programme DigiFemme, l'un des exemples qu'on aime vraiment, dont on parle beaucoup, c'est que l'entreprise qui a quadruplé son chiffre d'affaires est une entreprise qui se trouve à San Pedro. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on aime insister pour aussi montrer qu'il faut penser à développer aussi des accompagnements en dehors des grandes villes. Cette entreprise en particulier, elle exporte aujourd'hui à l'international grâce au programme. Ça, c'est possible. C'est génial d'entendre des histoires de réussite comme ça, parce que c'est vrai que souvent, dans le développement, les fruits sont longs à récolter. Ça peut être le côté un petit peu frustrant du job. Ça ne va pas sans défis. Quels sont les plus gros défis que tu identifies dans le secteur? Le plus grand défi quand on est dans le développement, c'est la pérennité de ce qu'on a commencé. Parce que la plupart du temps, quand le bailleur de fonds s'en va, ben, le programme, malgré les impacts, ne continue pas. Dans les programmes dans lesquels je m'engage, j'essaye de m'assurer qu'il y a un mécanisme de pérennité en place qui est déjà inscrit dans le programme au démarrage. Et ça, il y a plusieurs sortes de mécanismes, hein. Il y a l'appartenance, le country ownership, l'appartenance du pays. C'est-à-dire que le pays, ayant vu que ce programme fonctionne et a des résultats, s'en approprie et le déroule. Il y a des mécanismes où le programme, dans le cadre de DigiFam, il y a plusieurs mécanismes sur lesquels on est en train de réfléchir. On est en train de voir est-ce que ces dames qu'on a accompagnées dans le programme, est-ce qu'une partie de leur salaire ne peut pas servir pour continuer à financer certaines des activités? C'est vraiment des réflexions qu'on est en cours. On ne sait pas trop comment ça va se faire, mais c'est l'une des réflexions. L'autre débouché, c'est les talents. C'est comment est-ce que celles qui souhaitent travailler dans les entreprises, on les accompagne. Il y a une agence de placement au sein du programme qui a comme mission de les accompagner justement à trouver du travail. Et justement, cette agence de placement-là, c'est l'un des mécanismes de pérennité aussi du programme DigiFam. Merci d'avoir mis en avant cet axe crucial de la pérennité des projets. Est-ce que il y a d'autres leçons importantes que tu as apprises, que tu pourrais partager avec les participants? Pour moi, en tout cas, c'est vraiment le plus gros problème. C'est le problème auquel il faut trouver une solution parce qu'il n'y a rien de pire que de démarrer quelque chose qui fonctionne et on sait qu'il fonctionne et qu'à la fin, bah, parce qu'il n'y a pas eu de financement, parce qu'il n'y a pas eu de préparation, bah, que ça ne continue pas. Surtout si quand on sait que ça fonctionne. Quand on veut se lancer dans le développement, je pense qu'il faut aller vers ce qu'on aime. Moi, je suis une grande fanat de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, que je travaille dans le digital, beaucoup plus,
Toute la réflexion, c'est autour de comment est-ce qu'on fait le lien entre ce digital-là et l'agriculture ou l'agroalimentaire pour justement faire ce bond en avant. Et savoir que il y a énormément de satisfaction. Aujourd'hui, par exemple, mon plus grand succès à moi, c'est quand je rentre dans des supermarchés et que je vois les produits des entreprises avec lesquelles j'ai eu à travailler, que j'ai accompagnées. Je me dis, waouh, voilà, j'ai servi à faire ça. Et ça, il n'y a pas plus grande fierté que ça. Parce que derrière, il y a toute cette question de aujourd'hui, cette entreprise a pu aller passer de A à B. Il y a tout cet investissement que cette entreprise a dû et pu faire, la création d'emplois, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, je pense que dans tous les secteurs en Afrique, c'est vraiment le gros problème que nous avons, c'est comment est-ce que notre croissance euh, est accompagnée de création d'emplois. Parce que la croissance, nous en avons. Hein, c'est vraiment le continent, malgré toutes les crises, avec le plus de croissance. Mais comment se fait-il que cette croissance n'est pas liée à de la création d'emplois? Et c'est vraiment toute la réflexion dans le développement et ailleurs qui est en cours. Quand je vois ces entreprises-là et leur succès, je me dis que bon, peut-être qu'on a créé un emploi, deux emplois, trois emplois. Et ça me rend vraiment heureuse. Alors, tu es aujourd'hui coordinatrice pays du programme DigiFemme. Est-ce qu'il y a un projet, une initiative, une femme qui t'a particulièrement marqué, avec un impact significatif sur l'économie du pays dont tu pourrais nous partager l'histoire? Il y a tellement de choses qui me frappent. Je vous ai parlé de Madame Diaby qui est Awa, qui est à San Pedro et qui aujourd'hui exporte à l'international grâce à ce programme en une année. Elle a fait 9 mois de programme, 6 mois d'incubation, 3 mois d'accélération. Et la dernière fois qu'on est allé faire un tour à San Pedro, on est allé lui rendre visite et elle avait des produits bien emballés avec des étiquettes et tout. Et on lui a demandé, ah, mais c'est bien, c'est joli. Et c'est pourquoi elle nous a dit, ah, j'ai un client en Martinique. On s'est dit, waouh. Il y a aussi l'engagement de nos apprenantes. Les apprenantes de ce programme ont un tel engagement, ont telle soif de changement que chaque fois qu'on leur parle, on le ressent. Et ça nous met en face des responsabilités et des engagements que nous avons pris. Parce que quand nous leur disons, venez dans le programme pour faire 2 ans de formation, parce que l'académie, c'est quand même 2 ans de formation, et que nous allons changer vos vies, quand nous voyons comment elles sont engagées, on se dit, il faut qu'on arrive à bien faire ce qu'on a dit parce qu'il y a une telle attente autour. Je pense que l'autre chose dont je suis le plus satisfaite dans ce programme, c'est cette communauté qu'on a pu créer au sein de ce programme-là, avec justement ces dames de tout âge qui aujourd'hui arrivent à coder. Et chaque fois qu'on leur parle et qu'elles me disent, quand elles vous regardent, elles vont te dire, je savais que utiliser la souris, aujourd'hui, je code. Je code. Et vraiment, c'est ce genre de témoignage-là qui rend notre travail satisfaisant, au fait. Quel conseil donnerais-tu à la jeune génération qui souhaite s'engager dans le secteur du développement? De se former. Et ça, c'est pour tous les secteurs. Hein. Il faut qu'on se forme, on se forme encore, on se forme toujours. Il faut être d'une grande agilité aussi, parce que quand on travaille dans le développement, des fois, on vient avec des projets tout conçus. Dans la mise en œuvre, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça et que des fois, ce qu'on a prévu ne peut pas se faire, voir comment est-ce qu'on adapte les apprentissages qu'on a dans la mise en œuvre, dans l'exécution du programme, parce que sinon, il n'y aura pas de résultat au fait. On va perdre sa cible. Il faut savoir écouter sa cible pour que ça puisse apporter l'impact qu'on cherche. Et il faut travailler. Voilà, on ne le dit pas assez, je trouve. On parle énormément d'entrepreneuriat, d'acquérir des compétences, mais à la fin de la journée, il faut faire le travail.
Et il faut le faire le travail, il faut faire le travail avec beaucoup de rigueur, il faut faire le travail avec beaucoup d'abnégation, il faut faire le travail avec beaucoup d'engagement. Et quand, à notre jeunesse, il y a beaucoup de choses qui est autour pour les accompagner. Il y a beaucoup d'initiatives et on dit toujours qu'il faut leur donner leur place à la table, pour qu'ils puissent prendre des décisions. Ben, moi, je leur dirais que si vous avez ou quand vous avez votre place à la table, il faut faire le travail pour pouvoir rester autour de la table. Oui, j'imagine une bonne dose de curiosité avec le digital qui décloisonne un peu, toutes ces thématiques. Exactement. Il faut de la curiosité, il faut parce que tout est possible avec le digital. Il faut que nos jeunes, utilisent le digital à meilleur escient. Beaucoup d'entre eux sont connectés et très connectés, mais pas forcément sur de l'acquisition de compétences. Et alors quelles compétences sont également nécessaires? Il faut surtout être un bon gestionnaire de projet, hein, dans le développement, c'est tout ce qu'on demande, c'est la gestion de projet. Il faut connaître le secteur dans lequel on s'engage, mais tout ça s'apprend au fait. Avec l'expérience et la maturité et l'âge, je me rends compte au fait que tout s'apprend aujourd'hui. Mais il y a une base à avoir. Il faut avoir l'ouverture d'esprit de vouloir apprendre déjà. Nous arrivons à la fin de notre échange. Est-ce que tu as un dernier mot que tu souhaiterais, ajouter pour nos participants? Un mot de fin, ben, je dirais, le développement, c'est un catalyseur, je le dis encore, c'est pour faire, en tout cas ma compréhension, hein, des programmes pilotes qui peuvent être mis à l'échelle. Moi, c'est comme ça que je perçois le développement et que il faut regarder au-delà du programme et des chiffres parce que c'est vrai que dans le développement, surtout là où il y a les gros montants, on essaye toujours d'avoir le maximum de nombre de personnes pour dire qu'on a donné 5 millions, on a accompagné 50 millions de personnes. Je pense qu'on devrait aussi un peu changer ce discours. On devrait surtout regarder l'impact de ce qu'on est en train de faire pour les populations pour lesquelles on est en train de faire, parce que à la fin de la journée, c'est ça qui donne de la pérennité au travail qu'on fait. Merci Awa d'avoir participé à notre masterclass, d'avoir, partagé, ton expertise, ton expérience qui, j'en suis sûre, ont suscité beaucoup, d'intérêt et beaucoup d'envie. Merci à vous tous de nous avoir, suivis et je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour retrouver nos autres masterclass. À très bientôt.